Pendant plusieurs jours, le peuple burkinabé est resté mobilisé pour protester contre un projet de révision constitutionnelle permettant au président de rester encore au pouvoir après 27 ans. Le texte a à peine eu le temps de faire un tour à l'Assemblée nationale que Blaise Compaoré a déjà fui le pays sous la pression de la rue. 3 jours après, personne à la tête du pays, le Burkina Faso, à l'heure des incertitudes. C'est l'objet de notre édition spéciale. Bienvenue sur Télésud. Et avec moi pour en parler, Pascal Ompo, membre de l'opposition burkinabé à Paris, porte-parole de l'UPC, Union pour le progrès et le changement. Merci d'être avec nous. Pierre-André Vilser, ancien ministre français de la coopération de 2002 à 2004. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et Antoine Glaser, on ne vous présente plus, journaliste, écrivain, auteur d'Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, aux éditions Fayard. Merci Antoine Glaser d'être avec nous. On a décidé d'intituler cette première partie Lougué, Traoré, Zida, qui dirige le Burkina. Ce sont les noms des différentes personnes qui se sont auto-proclamées président du Burkina en l'espace de 3 jours depuis vendredi. Il en manque une, Sarah Nseremé. Ce fut tellement bref qu'on n'a pas voulu la mettre sur le titre. On va y revenir, mais avant, vue de l'intérieur, direction Ouagadougou, on rejoint notre correspondant Jean-Baptiste Dipama. Jean-Baptiste, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes au 3e jour après le départ de Blaise Compaoré. Est-ce que le calme est revenu à Ouaga? Oui, le calme est revenu actuellement à Ouagadougou et dans les autres villes du pays. La ville de Ouagadougou a été nettoyée des morceaux de pierre et autres objets qui jonchaient donc les voies. Aujourd'hui, les écoles, les banques, les sociétés d'État et privées, les commerçants ont repris tranquillement les activités. Et les commentaires vont bon train, les commentaires concernant les événements qui se sont déroulés au Burkina durant ces derniers jours. Les tractations n'ont pas cessé, Jean-Baptiste, depuis pour assurer l'intérim à la tête du Burkina Faso. Nous sommes le lundi 3 novembre. Est-ce que les lignes ont bougé depuis, Jean-Baptiste? Oui, les lignes ont bougé parce qu'aujourd'hui, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a continué les concertations pour la mise en place d'un organe de transition. Et ce matin, il a pu rencontrer les représentations des corps diplomatiques accrédités au Burkina Faso, les chefs d'état-major et les différents corps de défense et de sécurité. Mais avant les concertations de ce jour, hier, le nouveau homme fort a rencontré les partis d'opposition et dans une déclaration faite ce jour, l'opposition dit soutenir l'idée de la mise en place d'un organe de transition qui sera dirigé par une personnalité consensuelle telle que proposée par le chef d'État Yacouba Isaac Zida. Jean-Baptiste Dipama, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Ouagadougou. Pascal Ompo, vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, à la tête du Burkina Faso? C'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir que notre lutte a payé. Cela fait plus d'1 an que l'opposition ainsi que la société civile réclamaient le retrait et l'abandon pur et simple de cette idée d'un changement constitutionnel qui aurait permis au président Blaise Compaoré de remplir pour 5 ans, voire 15 ans. C'est une victoire du peuple aujourd'hui? C'est une victoire du peuple, incontestablement. Pierre-André Vilser, vous connaissez bien Blaise Compaoré. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, ces différents protagonistes qui veulent prendre la place du président aujourd'hui, du chef de l'État? On assiste à une période forcément un peu mouvementée. Il va falloir que tout ça se décante. Je crois qu'il y a quelque chose de satisfaisant, c'est qu'il semble se dégager malgré tout un courant dominant pour trouver qu'une transition qui soit pilotée par des responsables civils, partis politiques, la société civile, etc., avec le soutien, bien sûr, des forces de l'ordre, serait la bonne solution. Je crois que l'Union africaine a même pris des positions très fermes sur ce sujet pour pousser dans cette voie. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et après, il faut que, bien sûr, le processus constitutionnel pour l'élection de nouveaux présidents, des nouveaux députés, etc., se déroule. Je n'ai pas, je pense, à porter de jugement de valeur, mais je pense ce qui est intéressant, c'est peut-être, si on a l'occasion dans notre dialogue, d'analyser un peu, au fond, en profondeur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans un pays qui était stable
jusqu'à présent, du moins en apparence, et où il s'est produit ce phénomène-là. Est-ce que c'est isolé? Est-ce que c'est un phénomène plus général? Quelles en sont les causes? À quoi faut-il s'attendre ailleurs? Antoine Glaser, dans votre livre, vous posiez la question, le beau Blaise a-t-il encore plus d'une cartouche dans sa besace pour se faire respecter de Paris? Visiblement non. Qui aurait cru que le Burkina Faso en serait là aujourd'hui? C'était prévisible? Oui, enfin c'était prévisible, peut-être pas il y a un an, mais il y a quelques mois, il y avait quand même, on voyait bien qu'il y avait des mouvements qui se passaient dans la société civile africaine. C'est vraiment nouveau. Pour moi, ce qui est vraiment nouveau, je pense qu'il faut, bien sûr, on parle toujours du printemps arabe avec la Tunisie, mais moi je pense en Afrique subsaharienne, il ne faut pas oublier que le président Abdoulaye Wade avait voulu aussi se maintenir au pouvoir. Et c'est aussi la société civile avec des mouvements comme Y en a marre, les jeunes qui l'ont fait partir. Et je pense que là, c'est... Bien sûr, les leaders. Oui, il est parti par la voie des urnes. Il voulait se représenter, Abdoulaye Wade. Et vous vous rappelez, on entendait beaucoup parler des dynasties aussi en Afrique, comme ça, des chefs d'État. On pensait que Karim Wade allait succéder à Abdoulaye Wade. On n'en parle plus. Et ça va être la même chose, à mon avis, pour les révisions constitutionnelles. Je pense qu'il vient de se produire. Ce qui s'est produit au Burkina Faso, c'est pas comme ça. C'est pas simplement le Burkina Faso. Je pense que c'est historique. Je pense que les jeunes, avec justement le développement des télécommunications, des réseaux sociaux, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a un déclenchement, et parce qu'on sent bien qu'ils sont fiers, les Burkinabés. C'est pas simplement au niveau du Burkina, et je trouve ça une maturité absolument incroyable d'avoir aussi nettoyé la ville de Ouaga. Donc on sent une maturité, et c'est pour ça que moi j'ai jamais cru... la ville après les manifestations, après la révolution. Passé. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir quelqu'un comme Blaise Compaoré, qui a été vraiment le grand médiateur dans la région, qui a été le bad boy avec toute la période Libéria, tout ce qui s'est passé, qui était quand même qui soutenait la rébellion en Côte d'Ivoire, il faut quand même le rappeler. Je veux dire, s'il est actuellement à Yamoussoukro, c'est quand même pas un hasard. Et comment ce bad boy qui était le good boy sur un certain nombre de médiations, en particulier avant que ce soit les Algériens qui reprennent, c'était les Touaregs pour ce qui se passe au nord du Mali, mais que cet aveuglement du pouvoir, on dit toujours aveuglement du pouvoir, mais c'est pas un mot. Ça veut dire qu'il est cru comme ça, à mettre les députés à l'hôtel de l'Indépendance, nuitamment, comme on dit en Afrique, les faire passer le matin à l'Assemblée nationale, et comme ça, et vas-y, et convoque la galère. C'est une nouvelle Afrique. Et ce qui est très grave, je trouve, c'est qu'il était persuadé que la communauté internationale, finalement, malgré les lettres qui circulent, allait avaliser l'affaire. Il allait avaliser l'affaire parce que c'est très bien. Après, on dit « Ah non, c'est mal, machin et tout ». Mais en fait, la réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe dans toute cette région sahélo-saharienne. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle moteur. Il y a encore des forces spéciales sur le rôle françaises. De médiateur de Blaise Compaoré. Disons, globalement, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est vraiment des dizaines de milliers de jeunes qui ont obtenu la révolution. En attendant, parmi les interlocuteurs, le lieutenant-colonel Isaac Zida, il a promis ce lundi une transition dans un cadre constitutionnel et il a semblé ouvrir la porte à la mise en place d'un régime de transition dirigé par un civil. L'Union africaine donne 15 jours. Qui est-il, ce Isaac Zida? Vous le connaissez, monsieur Huzer? Non, je ne le connais pas personnellement. J'ai lu, comme d'autres, que c'était, je crois, le numéro 2 de la garde présidentielle. Donc c'est sûrement un officier de qualité, mais qui était aussi un homme de confiance. Pascal Ompon, on peut le faire confiance, Isaac Zida? Déjà, pour répondre à votre question, à la première question, oui, je le connais et au pays, on le connaissait parce qu'il était le commandant en second de la garde présidentielle. Et lui faire confiance, ça, c'est justement tout le problème qui est posé en ce moment. Alors, je crois que ce n'est pas tant une question de confiance, mais plutôt une question de travailler ensemble. Il y a une question de concertation. À l'heure actuelle, je crois qu'au moment où on parle, justement, les partis politiques, les mouvements de la société civile qui ont été à la base de ce mouvement, ainsi que d'autres forces qui sont venues les rejoindre, d'autres intelligences. Qui sont à la table des négociations aujourd'hui? C'est globalement les partis politiques, essentiellement d'opposition, la société civile et les militaires. Alors, il y a maintenant la communauté internationale à travers la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, qui a envoyé également un émissaire, et tout ce beau monde discute pour trouver justement la voie consensuelle. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'armée ne s'est pas braquée et qu'elle
est bien partante dans cette discussion. Et donc, on attend de voir ce qui va en sortir. Quel est son rôle à Isaac Zida? Je crois que son rôle a surtout été à un moment où il y a eu ce flottement après donc, la vacance du pouvoir. Aujourd'hui, quel est son rôle aujourd'hui à l'heure actuelle? C'est surtout un rôle, je crois, de stabilisateur au niveau de la sécurité du pays. Parce qu'il y a une vacance du pouvoir et je crois qu'il était important que l'armée prenne ses responsabilités pour sécuriser le pays. Alors, jusqu'à présent, on ne voit que des proches de Compaoré comme prétendants. Il faut dire que ça rappelle un peu le printemps arabe, vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais quand le ministre disait que c'était un homme de confiance, il voulait dire un homme de confiance du président de la hiérarchie, le régiment de la garde présidentielle de Blaise. De Blaise Compaoré. Voilà, Blaise Compaoré. Ça veut dire... c'est certain que, je veux dire, le régiment le mieux équipé, ça a toujours été la sécurité présidentielle. En plus, il y a eu une mutinerie dans l'armée en 2011 où il y avait même des gens de la garde présidentielle. Donc, à mon avis, les gens maintenant, surtout à ce niveau de commandement, il était commandant adjoint. Donc, je veux dire, il y a des types ça a dû être filtré. Donc, c'était vraiment un homme de confiance. C'était vraiment le bras droit de Gilbert Diendéré, qui est l'éminence grise, l'homme de tous les coups de Blaise, qui est vraiment son bâton de maréchal, en fait, dans la région. Donc, c'est numéro 2. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État aujourd'hui? Non, parce qu'il ne peut pas y avoir de coup d'État. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la période où un type fait un coup d'État et puis il reste un certain temps, il se met en civil et puis il se présente la fois suivante. Non, là, on n'est pas... Ça a été fait en même temps. Ils ont défilé, les Traoré, les Kwame Lougué. Je pense que le colonel Zida a pu finalement permettre, je pense, au président Blaise Compaoré de se réfugier, de partir en exil. C'était quand même surprenant qu'au bout de 24 heures, lui-même, colonel Zida, dise que la sécurité et l'intégrité physique de Blaise Compaoré étaient assurées. Ça veut dire qu'ils savaient très bien. Ils ont dû permettre, faciliter pour qu'il s'échappe du pays. On va revenir sur cet exil, mais avant cette révolution au Burkina Faso n'a pas été sans conséquences sur le plan humain. On compte une trentaine de morts dans tout le pays. Alors comment renaître du chaos? C'est notre deuxième partie. On le voit, beaucoup de divisions dans l'opposition, dans l'armée également. La situation peut-elle encore se détériorer à petit feu? Non, je crois qu'on ne peut même pas parler de division. Je pense que c'est plutôt qu'on a plutôt une unité totale de l'opposition. À l'heure actuelle, je crois qu'on est toujours dans la logique de pouvoir mettre en route donc, cette roue du changement et qu'elle tourne dans cette période de transition. Probablement, les partis politiques reprendront leur rôle traditionnel de combat et en vue de la conquête du pouvoir. Mais pour le moment, je crois qu'on est dans une logique où on cherche à trouver le meilleur moyen, le meilleur moyen de tirer les meilleurs fruits possibles de cette révolution. Alors on le rappelle, la pomme de discorde, c'était la Constitution que les militaires ont suspendue dès vendredi soir. Une Constitution qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Or, l'Assemblée a été dissoute dans les premières heures du pouvoir militaire. Son président reste introuvable à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, la prochaine étape ? Alors, je pense que la prochaine étape, c'est à définir. C'est justement tout cela qui fait partie qui est dans le contenu de ce qui est en train d'être discuté. Je pense que c'est une occasion, pour notre part, nous croyons que c'est une occasion historique aussi de penser et de réfléchir, de redéfinir quel régime nous voulons pour le Burkina Faso, quel avenir nous voulons, quelle forme de gouvernance nous souhaitons. Et donc, je crois que toutes ces questions-là sont sur la table et à l'heure où on parle, on ne peut pas encore en dire plus. Blaise Compaoré est aujourd'hui donc en Côte d'Ivoire. Pas une grande surprise, mais un exil pas forcément vu d'un très bon œil par les Ivoiriens de Yamoussoukro. À Paris, on écoute Christian Vabé, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Blaise Compaoré doit partir de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le bienvenu. Le peuple ivoirien ne veut pas le voir parce qu'il était à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il doit répondre à ses crimes à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est en droit de penser que Blaise Compaoré va le déstabiliser à partir de Yamoussoukro où il veut s'offrir un exil doré. C'est pourquoi nous exigeons son départ. Sa présence est à la fois déstabilisatrice pour le Burkina Faso et pour la Côte d'Ivoire.
Très virulent, hein, Christian Vabé. Quelles conséquences cet exil en Côte d'Ivoire, Monsieur Wilser? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera durable ou pas. Il est trop tôt pour savoir. Ce que je voudrais dire dans la foulée de ce qui a été déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'il me semble qu'à propos de ce qui vient de se passer au Burkina Faso, on assiste à quelque chose, des mouvements en profondeur. D'ailleurs, Antoine Glaser y a fait allusion en parlant des jeunes. Je crois qu'on voit les effets produits par la démographie africaine qui est en train de galoper. L'arrivée à un âge déjà adulte ou de jeunes adultes en tout cas de très nombreuses couches de population qui effectivement sont beaucoup plus informées, branchées que c'était le cas autrefois. Parallèlement, les structures traditionnelles, et y compris les partis politiques, je mets ça, tels qu'ils fonctionnent souvent sur le continent africain, ont du mal à canaliser tout ça. Ils ne sont pas bâtis généralement sur des clivages de programmes. Ce n'est pas tellement des débats d'idées, c'est plutôt des sensibilités, des personnalités qui attirent, etc. Tout ça est en train de changer. Et l'acteur de ce qui vient de se passer au Burkina, c'est la jeunesse, effectivement, qui a échappé à tout le monde. Ce n'est pas un coup d'État militaire, ce n'est pas non plus une opération des partis politiques de l'opposition, qui sont respectueux de l'ordre constitutionnel, c'est la rue jeune. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre au Burkina, et ça concerne tous les pays d'Afrique subsaharienne. On va revenir sur cette question d'exil, c'est assez important. Hein. Est-ce que c'est sa destination finale, la Côte d'Ivoire, à Blaise Compaoré, Antoine Glaser? J'en sais rien, c'est le problème des Ivoiriens. Mais c'est sûr qu'un certain nombre d'Ivoiriens, en particulier les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, ça ne leur fait pas plaisir de voir que Blaise Compaoré est installé dans une résidence de chef d'État. Et donc ils se disent, oui, mais alors s'il y a eu un coup d'État, s'il y a avec Isaac Zida qui a toujours une relation, est-ce qu'il ne va pas revenir, etc. Donc ça appartient à la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr que vous ne pouvez pas empêcher les relations d'État entre chefs d'État. Et c'est vrai qu'Alassane Ouattara, pendant toute la période où il y avait un conflit en Côte d'Ivoire, a bénéficié du soutien de Blaise Compaoré. C'est un renvoi d'ascenseur pour faire court. Par ça, est-ce qu'il va rester, pas rester, est-ce qu'il va aller plus loin? Ça appartient aux Ivoiriens. Il y a plusieurs affaires qui entourent Blaise Compaoré, sauf qu'il y a une loi d'amnistie votée en juin 2012 qui rend impossible les poursuites contre tout chef d'État depuis l'indépendance. Peut-elle être remise en cause aujourd'hui, ainsi ouvrir la voie à d'éventuelles poursuites nationales ou internationales contre Blaise Compaoré? Au niveau national, c'est sûr que l'amnistie tient. Et pour tous les républicains, je crois qu'il ne serait pas opportun de revenir dessus. Mais pour ce qui est de l'international, nous n'en savons rien. Antoine Glaser? Franchement, moi, je ne suis pas un grand fanat de la Cour pénale internationale. J'ai l'impression que ça a été largement instrumentalisé. On l'a vu pour le Kenya, on le voit pour la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est vraiment aux Africains à définir s'ils ont envie de tourner la page, de passer à autre chose. Je veux dire, il y a eu quand même un certain nombre... Blaise Compaoré était dans des dossiers sensibles comme le Libéria ou la Sierra Leone. Bon, ça a été jugé au moment de Charles Taylor. C'était à ce moment-là, s'il y avait eu un certain nombre de... Le fantôme de Charles Taylor, vous disiez. Voilà, le fantôme de Charles Taylor. Alors, ce départ de Blaise Compaoré a évidemment des répercussions sur le reste du continent. Est-ce le début d'un printemps africain? C'est notre troisième partie. Mais avant, Antoine Glaser, vous le rappeliez dans votre livre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Blaise Compaoré est incontournable dans la sous-région pour gérer les différentes crises. Blaise, le médiateur, voici un portrait signé Moïse Monkoro. C'est la fin des 27 ans de règne pour celui qui est arrivé au pouvoir en 1987. Blaise Compaoré avait pris les commandes du Burkina Faso après un coup d'État contre Thomas Sankara. Mais depuis 1990, l'ancien putschiste s'est fait un médiateur incontournable dans les crises ouest-africaines. Au Libéria, en Sierra Leone, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et récemment au Mali. Oui. Est-ce que vous vous sentez complètement à l'abri de toute déstabilisation, de tout déséquilibre? Alors, nous avons constaté depuis, en tout cas, que nous avons la Constitution, que cette Constitution est respectée, que nous avons au Burkina une stabilité politique et institutionnelle.
La stabilité, c'est la carte maintes fois brandie par Blaise Compaoré pour se maintenir à la tête du Burkina Faso, jusqu'à oublier souvent le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir. Vous êtes au pouvoir depuis un moment. C'est-à-dire, vous avez oublié? Oui, j'ai oublié. Depuis 1987? Oui, voilà, ça c'est fait ça. 26 Mais ans. je veux dire... En démissionnant ce vendredi, Blaise Compaoré a sans doute eu finalement le temps de réaliser qu'il était au pouvoir depuis 27 longues années. 27 longues années. Qui aujourd'hui pour remplacer Blaise Compaoré en tant que médiateur, Pierre-André Wilser? Il y a d'autres médiateurs, effectivement. Il est vrai qu'il a joué un rôle assez central depuis longtemps dans ce domaine. Mais bon, il y a des institutions d'abord. Et puis peut-être que d'autres personnalités s'impliqueront davantage aussi. Pascal Ampeau. Ben moi, mon avis, c'est que le rôle de médiateur, bon, vous l'avez, le récit le montre bien, hein, le reportage montre bien qu'il était aussi pyromane. Et donc, il était médiateur en éteignant des feux qu'il avait en partie contribué à allumer. Donc, c'était plutôt facile. Et si vous regardez dans la plupart des médiations qu'il a faites, il y avait toujours, le Burkina avait toujours, enfin, le Burkina de Blaise Compaoré avait toujours eu une part de responsabilité dans ce qui s'était passé. Donc, nous pensons qu'il est important que les Africains mettent en place des institutions solides et n'aient tout simplement pas besoin de médiateurs, tout simplement. En fait, vers quoi il faut qu'on tende, c'est d'avoir des institutions suffisamment solides, comme dans toutes les grandes démocraties. En Europe, ici, on ne demande pas qu'il y ait un médiateur en Allemagne, que la France se fasse le médiateur de l'Europe. Non, on a besoin d'institutions. Quand elles sont solides, la démocratie est respectée. Terminé, on n'a plus besoin de On a médiateurs. critiqué, hein, par exemple, Blaise Compaoré dans sa gestion de la crise malienne, même de sa connivence peut-être avec Ansardine. Pompier pyromane, Blaise Compaoré? Oui, non, mais il a été le bad boy dans un certain nombre de crises, et puis il a aidé aussi, c'est pour ça qu'il a souvent été soutenu à Paris, ailleurs, surtout dans les services spécialisés, qui avaient des relations, par exemple, avec le Jonas Savimbi, l'ancien chef rebelle de l'UNITA. C'est vrai qu'il venait se réfugier à Ouaga. On a parlé de Charles Taylor. C'est vrai que dans la crise, par exemple, sur sa médiation avec les Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, du MNLA, était finalement proche de ce que la France aussi cherchait à un moment donné quand elle avait des otages et que ces Touaregs lui servaient de guide à l'armée française. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte comme ça, de coordination et d'osmose. Donc, on dit toujours la France, machin. Enfin, moi, j'ai écrit Afrique-France en montrant qu'on sous-estime totalement à quel point ces chefs d'État africains tirent les ficelles et sont beaucoup plus puissants. Et c'est pas la France, c'est les Français. C'est sûr que dans certains réseaux militaires français, c'était leurs frères d'armes, et il va être regretté parce que c'est vrai qu'il leur a rendu souvent service dans les dossiers un peu sensibles, des dossiers secrets sur le continent. Maintenant, le dossier, il y en avait de moins en moins de ces dossiers. Le dernier dossier important, c'était le dossier des Touaregs. Il a été maintenant, c'est le grand frère algérien, et c'est quand même plus le job du frère algérien. Je veux dire, si l'Algérie, il n'y avait pas de problème entre l'Algérie et le Maroc, la France n'aurait pas besoin d'être au nord du Mali. Donc, je veux dire, c'est quand même plus le frère algérien qui reprend le dossier. Et franchement, le problème du Mali, c'est pas vraiment entre le nord et le sud. Il faut déjà une réconciliation entre les mouvements Touaregs. Alors, donc, c'était quand même la fin. Le grand médiateur, c'était une période historique qui se terminait quand même. Alors on l'a dit et répété, la crise burkinabé fait figure de test pour un continent où l'on devrait assister à une 30aine de présidentielles dans les 3 prochaines années, avec certains chefs d'État sortants qui, comme Blaise Compaoré, ont l'espoir peut-être de modifier leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Quels sont aujourd'hui les pays sur la sellette, M. Wilser? Oh, il y en a effectivement, vous l'avez dit, j'avais pas compté qu'il y en ait même autant que ça. Mais les présidentielles, vous voulez dire? Oui. Oui, il y en a une trentaine dans les 3 prochaines années. Oui. Bah, écoutez, il y a des très grands pays. Il y a la République démocratique du Congo, il y a la République du Congo, l'autre Congo, il y a le Bénin, il y a le Rwanda, oui. Et puis d'autres auxquels je ne pense pas, à vrai dire.
Mais sans doute le Tchad, non? En fait, il faut être prudent aussi, parce qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui ne sont pas encore, qui ne sont pas prononcés. Ça veut dire leur entourage. Le Rwanda, par exemple, il y a 3 petits partis qui disent « Oh, notre chef, il est tellement formidable qu'il faut le garder ». Mais il y en a des tonnes qui ne sont pas encore sortis du bois. Donc peut-être, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que un certain nombre d'entre eux vont peut-être réfléchir en voyant que leurs camarades, parce que... vous pensez que la contagion va être globale? Ah oui, bien sûr. Mais on ne s'en rend pas compte en Afrique avec les réseaux. C'est fini. Les gens ne se rendent pas compte que maintenant vous avez des... On va pas faire la pub pour les smartphones chinois, mais il y a tout le monde, en Afrique, tout le monde a son Alors, portable. Vous savez quoi, messieurs? On est obligé de conclure. Malheureusement, les 26 minutes sont écoulées. Pascal Lompo, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour le Burkina Faso sur un court et moyen terme? Sur le court terme, que nous puissions sortir par le haut avec la mise en place d'une transition et qu'on réussisse cette transition et qu'on parte sur un régime véritablement démocratique au service du peuple burkinabé. Burkina, Bénin, RDC, Burundi, des situations que l'on va évidemment suivre de très près sur notre antenne de Télé Sud. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette édition. Merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Excellente soirée à vous tous.